On oppose souvent le jeu au travail, oui, ou le jeu à tout ce qui est sérieux. Mais si on se disait qu'il existe un type de jeu qui est conçu pour résoudre des problèmes complexes, et que pendant qu'on l'utilise, on peut s'arrêter et utiliser ce même jeu pour le redessiner, pour l'améliorer lui-même. C'est une idée un peu vertigineuse, une sorte de boucle créative. C'est exactement ça. C'est l'idée fascinante qui est au cœur d'une étude qu'on a là. Le but de cette recherche, c'est de s'aventurer dans ce que je décrirais comme une jungle terminologique. On entend partout les mots serious game, gamification, game design. Hmm. Et maintenant, il y en a un de plus, design game. À première vue, ça ressemble à un tas de synonymes, mais l'étude montre que non, les différences sont vraiment cruciales. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de se frayer un chemin dans cette jungle. On va tailler un peu les lianes des définitions, essayer d'identifier les différentes espèces de jeux et surtout trouver ce trésor caché, cette idée de boucle qui s'auto-améliore. On veut comprendre pourquoi distinguer ces termes, ce n'est pas juste un exercice académique, mais c'est peut-être une clé pour débloquer de nouvelles formes de créativité, de formation même. Alors, pour commencer notre expédition, déblayons un peu le terrain, connu. Le serious game, le jeu sérieux. On peut dire que c'est un jeu dont le but premier n'est pas juste de s'amuser, c'est bien ça? C'est la définition la plus simple et la plus efficace, oui. Elle a été popularisée par deux concepteurs, David Michael et Sen Chen. La formule à retenir, c'est vraiment serious game égale scénario utilitaire plus jeu. On prend un jeu et on lui injecte une mission sérieuse, former des pilotes de ligne avec un simulateur de vol, par exemple, D'accord? ou sensibiliser à une cause, enseigner la gestion de budget. L'utilité est vraiment au cœur de l'expérience et le jeu, lui, il est le véhicule. Ok. Donc si un serious game, c'est un jeu qu'on rend utile, est-ce que la gamification ou la ludification, c'est l'inverse? On prend quelque chose d'utile comme une salle de classe et on essaie de le rendre plus amusant, plus ludique, en y ajoutant des points, des badges. Exactement. C'est le processus inverse. On ne crée pas un jeu à partir de zéro, on plaque ce que j'appellerais une couche de jeu sur une réalité qui, à la base, n'en est pas une. L'exemple cité dans la source est Classcraft. On prend une vraie salle de classe avec de vrais élèves Mhm. et on la transforme en une sorte de jeu de rôle où les équipes gagnent des points d'expérience pour de bonnes réponses ou, à l'inverse, perdent des points de vie pour un mauvais comportement. Le but, ce n'est pas de jouer, c'est d'utiliser les mécanismes du jeu pour motiver dans le contexte réel. C'est très clair. On a donc d'un côté le jeu outil et de l'autre l'outil qu'on a gamifié. Maintenant, arrivons à la créature un peu mystérieuse au centre de notre jungle, le design game, le jeu de conception. Ça sonne un peu comme un autre gadget pour consultant. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce qui le rend spécial, c'est son terrain de jeu, le co-design, le design participatif. C'est une philosophie où les futurs utilisateurs ne sont pas de simples cobayes qu'on interroge à la fin du processus. Non, ils sont des membres à part entière de l'équipe de conception. Ils ont une expertise d'usage qui est cruciale. D'accord. Mais le problème, c'est de les faire parler le même langage que les ingénieurs, les designers. Voilà, le problème c'est ça. Ils n'ont pas les mêmes réflexes, pas le même vocabulaire. Et le design game serait donc une sorte de traducteur universel? C'est plus que ça. C'est un espace de dialogue qui est structuré. Imaginez un plateau de jeu, des cartes, des pions, des règles. Ce matériel, il est tangible et il crée un langage commun. Il force les gens à sortir de leur posture d'expert pour devenir de simples joueurs. Le jeu devient un échafaudage pour construire des idées ensemble, pour visualiser ce qui pourrait être, mais de façon concrète. C'est vraiment un outil pour penser collectivement. D'accord, je commence à voir. Et l'article se pose donc la question, est-ce que ce design game n'est finalement qu'une sous-catégorie du serious game? Alors, la réponse courte de l'étude est oui. Il remplit bien les critères, il a une fonction utilitaire claire, faciliter la co-création, et son marché, ce n'est pas celui du divertissement. Donc, techniquement, c'est un serious game. Mais là où ça devient vraiment profond, c'est quand on le compare au game design, la conception de jeu. Oui, les termes sont très proches. On pourrait penser que c'est simple. Le design game, c'est l'objet, le game design, c'est l'action de le fabriquer. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Et pour illustrer cette subtilité, la source prend un cas concret, un jeu qui s'appelle Atlas. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous décrire une partie
Disons qu'on est une équipe autour de ce jeu. À quoi ça ressemble? Alors, imaginez un grand plateau de jeu composé de plein d'alvéoles hexagonales, un peu comme une ruche. L'équipe a une mission, concevoir un nouveau service innovant. Il y a des piles de cartes avec des thèmes, objectifs du projet, attentes des clients, ressources disponibles. D'accord. Et ensemble, en discutant, les joueurs piochent une carte, ils en débattent et ils écrivent leurs idées sur des notes adhésives. Et ces notes, ils viennent les coller dans les alvéoles du plateau. Petit à petit, la ruche se remplit et une vision partagée du projet commence à émerger. D'accord, je vois bien la scène. L'équipe joue pour structurer sa pensée et avancer sur son projet. Le jeu est un support pour leur travail. Voilà. Et ça, c'est la première activité que les chercheurs ont identifiée. Les participants utilisent le jeu pour produire du contenu sur leur projet. Le jeu est au service du design. On est dans une forme très sophistiquée de gamification du processus de conception. Mais ensuite, quelque chose d'autre peut se produire. C'est là que la fameuse boucle apparaît. Précisément, au milieu de la partie, un membre de l'équipe pourrait très bien dire « Attendez, cette carte risque technique, elle est trop vague. On devrait la diviser en deux, risque interne et risque externe. » Ah oui. Un autre pourrait ajouter « Et ce plateau en ruche, il n'est pas logique pour nous. On devrait plutôt l'organiser en ligne du temps. » Ah, je vois. À ce moment-là, ils ne parlent plus du tout de leur projet de service, ils parlent du jeu lui-même. Ils sont en train de le critiquer, de le modifier, de le redesigner pour qu'il colle mieux à leurs besoins. C'est exactement ça. Le design se met au service du jeu. Et cette activité, c'est du game design. Et c'est là qu'on touche à la mise en abîme. On utilise un jeu pour faire du design, et en plein milieu, on se met à faire du design sur le jeu. L'étude le souligne. On pourrait même imaginer une session où l'équipe utiliserait le jeu Atlas avec un seul but, améliorer le jeu Atlas lui-même. C'est fascinant. L'outil devient l'objet de son propre processus. C'est vertigineux. C'est comme si on construisait une maison avec un marteau et qu'à mi-chemin, on s'arrêtait pour reforger le marteau parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas bien adapté à la forme des clous. Cette capacité à s'auto-améliorer en cours d'usage, c'est donc ça la magie du design game. C'est sa caractéristique la plus puissante, oui. Et pour vérifier si cette boucle est vraiment spécifique au design games, les chercheurs ont analysé les 4 grandes manières de créer un jeu sérieux. C'est un bon moyen de voir où cette boucle peut apparaître ou non. Parfait, explorons ces 4 chemins de création. Le premier, le plus évident, le serious game design. On part d'une feuille blanche et on crée un jeu de A à Z. Oui, c'est le processus classique, itératif, avec des prototypes, des tests. Mais ce que l'étude souligne, c'est que même là, la boucle peut exister. Comment on fait pour concevoir un bon jeu? On peut organiser des ateliers de créativité, en utilisant un jeu de cartes spécialisé, par exemple, qui aide à penser les différentes facettes d'un jeu. Et ce jeu de cartes serait lui-même, Un design game, voilà, on utilise un jeu pour en concevoir un autre. la boucle est partout. D'accord, deuxième choix, la gamification. On en a déjà parlé avec Atlas, mais l'étude précise que c'est un cas un peu particulier. Qu'est-ce qui le rend si différent d'une application de course à pied, qui nous donne juste des médailles? La différence est fondamentale. La plupart de la gamification de surface, disons, utilise des récompenses externes, les points, les badges, pour motiver une action. Atlas, lui, est centré sur l'échange, le débat, la construction de savoir en commun. Il ne dit pas si une idée est bonne ou mauvaise, il donne un cadre pour en discuter. Ça le rapproche de ce qu'un chercheur, Eric Sanchez, nomme les jeux épistémiques. Jeu épistémique, c'est-à-dire? Ce sont des jeux où le but n'est pas de trouver la seule bonne réponse ou de battre les autres. Le but, c'est de construire ensemble la meilleure solution possible. L'objectif, c'est la connaissance collective, la cognition de groupe. C'est l'essence même du co-design. Le jeu n'est pas une compétition, c'est une conversation outillée. Compris. Ce n'est pas de la motivation de surface, c'est de l'intelligence collective structurée. Passons au troisième chemin, qui semble aller un peu à contre-courant, la dégamification. Retirer le jeu du jeu. Ça paraît étrange. Ça l'est moins si on pense en termes de fonction. Il s'agit de retirer les éléments ludogènes, c'est-à-dire ce qui rend le jeu amusant, mais qui peut aussi distraire pour se concentrer sur l'utilité pure. L'exemple de l'étude est parfait. Prendre un jeu comme Assassin's Creed, qui est une reconstitution historique incroyable, Mhm. et enlever toutes les cartes de combat, pour n'en garder que le mode Discovery Tour. On obtient un outil de visite de l'Égypte ancienne,
un support de cours d'histoire interactif. On isole le noyau utilitaire. On pourrait aussi imaginer, je sais pas, utiliser le mode créatif de Minecraft pour faire du prototypage architectural en ignorant complètement l'aspect survie, les monstres, tout ça. C'est un excellent exemple. Et dans le processus de création d'un design game, la dégamification est une étape clé. On peut prototyper une règle, se rendre compte qu'elle introduit une compétition qui est néfaste ou qu'elle est trop compliquée et décider de la supprimer. Pour revenir à l'essentiel, la collaboration. C'est une forme de simplification intentionnelle. Logique. On a donc la création, la surcouche, la soustraction. Quel est le quatrième et dernier chemin? C'est le chemin du recyclage créatif, le serious gaming. Ici, on ne crée rien, on détourne un jeu qui existe déjà. Il y a deux manières de faire. La première, c'est le serious diverting, le détournement par l'usage. On prend un jeu de karaoké et, sans rien y changer, on l'utilise dans un cours d'anglais pour travailler la prononciation. Le contexte change, la finalité du jeu. D'accord. Et la deuxième manière? C'est le serious modding, où là on modifie carrément le jeu. On adapte le plateau du Cluedo pour en faire une enquête sur un événement historique par exemple. Une technique très intéressante mentionnée ici est celle de la coquille de jeu. On prend un jeu connu, comme le jeu de loi, on le vide de son contenu, Et on le remplit avec autre chose? on le remplit avec notre propre contenu pédagogique. On garde la structure, la mécanique que tout le monde connaît, et on injecte le savoir qu'on veut transmettre. C'est malin. Et c'est une autre forme de boucle, ce processus de vider pour remplir. On peut l'adapter à l'infini. D'accord. Bon, l'exploration de ces quatre chemins est très éclairante. Après avoir traversé cette jungle, on peut dire que le design game, ce n'est définitivement pas un simple mot à la mode. C'est un concept vraiment robuste, avec des frontières claires. Absolument. L'analyse de l'étude permet de le définir par 4 caractéristiques principales. Premièrement, sa fonction est de gamifier un processus de conception. C'est sa raison d'être. Deuxièmement, tout jeu qui remplit cette fonction peut être qualifié de design game. Ça en fait une catégorie bien définie. Troisièmement, et c'est le point clé de notre discussion, il possède ce potentiel de mise en abîme. Cette capacité unique à devenir l'outil de sa propre amélioration en temps réel. Et enfin, quatrièmement, il s'inscrit presque toujours dans le registre de ces fameux jeux épistémiques. Son but n'est pas la victoire individuelle, mais bien la construction de savoir collectif. La carte est beaucoup plus claire maintenant. Le design game est donc bien distinct du game design. Le game design, c'est une activité qu'on peut appliquer à n'importe quel jeu d'ailleurs. Alors que le design game, c'est un genre de jeu à part entière. C'est un outil dont la particularité de pouvoir accueillir en son sein l'activité de game design. C'est à la fois l'atelier et l'outil qu'on peut y reforger. C'est une excellente synthèse. Et c'est ce qui amène à la pensée finale de l'article, celle qui ouvre le plus de portes. Si le jeu peut être un médiateur si puissant pour la collaboration créative, un outil qui apprend et s'améliore en même temps que ses utilisateurs, Alors, quelles autres activités sérieuses et complexes de notre vie d'adulte pourraient bénéficier d'une telle approche? On pense à la formation, bien sûr, mais ça va plus loin. Qu'est-ce que ça changerait si on abordait la planification stratégique d'une entreprise, l'élaboration d'une politique publique, ou même la médiation de conflits? Non pas comme des réunions à subir, mais comme des terrains de jeu intelligents et adaptatifs à construire ensemble. C'est une question qui laisse songeur. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.